s'appelle IGC, Institut international de gestion de conflits. Et nous travaillons sur un certain nombre de conflits en Afrique, dont notamment celui en Centrafrique, pour essayer de voir comment, modestement, on peut essayer d'apporter une contribution. Et la situation d'aujourd'hui nous invite à la durée de notre travail sur ce pays. Ce temps de rencontre était envisagé bien avant les événements d'hier, mais ça tombe à point nommé pour essayer de parler de la Centrafrique, parce que nous voyons beaucoup de conflits dans beaucoup de pays où nous nous rendons. Nous avons acquis la conviction que la crise centrafricaine est bien particulière et que si vraiment ce conflit n'est pas réglé comme cela se doit, ce n'est pas seulement la Centrafrique qui sera concernée, mais c'est quasiment tous les pays de l'Afrique centrale et bien d'autres encore. C'est une situation un peu compliquée. Et quand nous avons l'opportunité d'avoir le Premier ministre Touadéra ici présent à ma droite, de nous faire honneur de sa présence parce qu'il a été un acteur présent, témoin de l'évolution de la situation. Il a exercé donc des plus hautes responsabilités en Centrafrique. Aujourd'hui, se met dans une nouvelle dynamique. Il était important d'échanger avec lui en tant que témoin et en tant que visionnaire de ce que sera le pays demain. Nous savons effectivement qu'en Centrafrique, nous avons beaucoup d'acteurs qui ont des visions pour la Centrafrique. On s'amuse des fois en disant que sur 10 Centrafricains, nous avons au moins 7 qui sont candidats à la présidentielle. Il n'empêche que quand on a une expérience, quand on a servi l'État, son point de vue est important parce qu'on a vu, et quand on a vu, on peut dire, et dire peut-être autrement. Mais ce n'est pas forcément toujours de la vérité révélée, c'est un temps de débat et c'est important de l'entendre sur sa vision des choses et aussi de pouvoir échanger avec les Centrafricains et les amis de la Centrafrique ici présents. Vous avez exercé le pouvoir en Centrafrique et vous êtes le dernier Premier ministre du président Bozizé. Et en tant que tel, vous avez vu toute cette dynamique qui est arrivée avec la rébellion jusqu'à ce que, sur le modèle d'un accord pour l'apaisement, vous ayez cédé votre place de Premier ministre pour que la paix puisse revenir. 2 ou 3 ans après, nous avons l'impression que tout n'a pas vraiment fonctionné. Tout n'est pas au beau fixe. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas des légères améliorations en Centrafrique, mais la situation d'aujourd'hui nous interroge. Alors, ayant exercé le pouvoir à ce niveau, ayant vu ce que vous avez vu, et aujourd'hui, la dynamique dans laquelle vous voulez vous engager, forcément, vous n'êtes pas une personnalité neutre, ça interroge et ça interroge davantage. Donc, on a envie de vous entendre, surtout que vous vous êtes imposé une cure de silence depuis que vous avez quitté le pouvoir, et je pense que c'est l'une des rares fois où nous avons l'opportunité de vous écouter en public. C'est-à-dire que votre parole est entendue en tant que témoin, et demain, en tant que peut-être acteur, comme vous l'aspirez. Je vous donne la parole si vous voulez bien. Prendre rebond sur ce que vous venez de dire, que pendant longtemps, j'ai fait une cure de silence que je ne me suis pas prononcé. Ça, c'est vrai. Et c'est un choix délibéré. Au sortir des accords de Libreville, il était question que l'opposition démocratique puisse avoir le poste de Premier ministre. Fort de cela, je n'ai pas attendu. Au retour du président de la République, j'ai dû, pour lui permettre justement de satisfaire cette partie de décision qui était issue des accords de Libreville, j'ai donc dû démissionner dans le cadre de favoriser la paix, puisque c'était l'un des éléments pour que le pays puisse retrouver la paix. Donc j'ai dû démissionner. Vaille-t-il que je me mette systématiquement à porter des propos critiques sur les autres. Je pense que de mon point de vue, de mon humble avis, c'est de laisser pas de faire confiance, mais laisser le temps aux autres compatriotes aussi de faire leur responsabilité. Ce sont des Centrafricains. Mais malheureusement, sans commentaire, c'est pour cela que je me suis tué. Et aussi, à l'époque, j'étais protégé par les Nations Unies.
et pendant quelque temps, pendant plus de 6 mois, mais de devoir, dans le cadre de cette protection, m'imposer aussi des devoirs de réserve. Je ne pouvais pas transgresser ces principes par rapport à ceux qui me protégeaient en ce moment-là, et prendre la parole de manière intempestive devrait gêner cela, et aussi par ces principes que je venais. Mais cela étant, le 4 août dernier, j'ai donc fait une déclaration de candidature. Pourquoi cet engagement? On avait dit pour la sortie de crise qu'il faudrait le retour à l'ordre constitutionnel. Donc il faudrait choisir des dirigeants. Et nos compatriotes doivent choisir des dirigeants qui vont permettre de garantir une paix durable. Il faudrait un profil, un bon profil. Il faudrait que celui qui sera élu puisse être en mesure. Oui, je suis modérateur, je suis prêt, j'y viens, la conclusion. J'y viens là, merci. Il faudrait que cette personne-là soit en mesure de rassembler nos compatriotes, de parler aux uns et aux autres. Que cette personne-là puisse avoir l'expérience nécessaire, parce que dans cette situation-là, il ne faut pas venir tâtonner. Il faut être au fin des dossiers, et accélérer le processus de relance de l'économie, de la recherche de la paix. Donc il faut être au fait des dossiers, il faut être expérimenté. Et aussi, il faut être d'une moralité et d'une intégrité irréprochable. Ça, ce sont des éléments importants qui vont permettre de faire, parce que s'il faut régler ces mots que nous avons tous décrits, madame l'a aussi décrit ici, le clientélisme, le tribalisme, la corruption et tout ça, il faudrait quelqu'un qui soit d'une hauteur de vue sur ces questions-là. Et face à ça, beaucoup de compatriotes, compte tenu des 5 années que j'ai dû passer, exercer comme Premier ministre, 5 années, c'est peu, mais dans l'échiquier centrafricain, c'est quand même une expérience importante à ce niveau de l'État. J'ai été encouragé dans cela par beaucoup de compatriotes, compte tenu de la situation, et aussi pour permettre justement, parce que nous ne pouvons pas continuer à regarder notre pays descendre au bas-fond. Il faudrait que chacun puisse voir ce que lui peut faire pour son propre pays. Sur le plan de la cohésion sociale, il y a eu quelque chose d'innovant dont il faut saluer, c'était le dialogue à la base, pour permettre justement que les Centrafricains puissent parler entre eux, qui a débouché sur le forum. Et beaucoup d'espoir avait été fondé sur le forum, mais aujourd'hui les résultats sont tout à fait palpables, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous revenons à la case de départ, alors que ça devrait être le moment où on devrait aller vers la réconciliation, engager la paix pour faire revenir la cohésion sociale. Mais le dialogue à la base, c'était une très très bonne chose, une bonne initiative. Aussi, il y a la participation aussi des autres acteurs. Ça a été rappelé ici. Je crois que les associations politiques, les partis politiques, les leaders d'opinion, la diaspora, aussi doivent prendre leur part de responsabilité dans ce qui arrive à notre pays. Surtout par leur comportement, par leurs attitudes, parce que aussi tous ces acteurs-là sont des leaders d'opinion qui peuvent exercer des pressions sur une partie de la population, les informer pour que la cohésion sociale puisse se renforcer. Parce que ce conflit, c'est vrai que ce sont des armes, des gens qui prennent les armes qui tuent.
Mais ça commence aussi par des propos, ça commence aussi par des attitudes, ça commence aussi par la façon dont nous-mêmes nous percevons notre pays, nos compatriotes, et que nous nous engageons à sortir de cette situation, de ces crises. Ça nous interpelle tous. Donc il est temps aussi que la diaspora, que la société civile prenne aussi sa part de responsabilité et engage aussi des actions qui vont permettre d'aller vers la cohésion sociale. Donc nous, sur le plan de la cohésion sociale, outre ce que propose le gouvernement de la transition, ce que fait la communauté internationale dans sa feuille de route pour nous aider à sortir de cette situation, il y a aussi nous-mêmes, nous en tant que Centrafricains, en termes d'association, en termes de formation politique, individuellement, par rapport à nos comportements, par rapport à ce que nous-mêmes disons, nous devions nous-mêmes rechercher la cohésion sociale. Regardez le net. Qu'est-ce qui se dit sur le net? Est-ce que c'est des propos qui vont nous permettre d'atteindre nos valeurs, notamment l'unité ou la cohésion sociale? Je pense que non. Et ce sont ces vecteurs-là aussi qui influencent négativement la cohésion sociale. Donc, une action aussi dans ce sens pourrait être des éléments qui vont nous permettre. J'ai lu il n'y a pas longtemps, d'ici le 19, un document qui a été fait par par l'ONG internationale Crisis Group, qui parlait également de la part de la communauté, qui interpelle les Nations Unies dans le plan de sortie de crise en Centrafrique, qu'on n'a pas prévu un plan Marshall pour aider la République centrale. Parce que cette crise date de loin, c'est exprès que je voulais faire donc des réflexions sur l'ensemble de cette crise cyclique qui, fondamentalement, a détruit la base de notre économie, le tissu social et la cohésion sociale. Donc, il nous faut absolument, si la communauté internationale voudrait bien nous appuyer, nous aider véritablement, c'est de réfléchir pour vraiment sortir de cette crise, de cette situation infernale, c'est d'établir, de penser déjà à nous appuyer dans le cadre de la mise en place d'un plan Marshall tel que suggéré par cette ONG, qui, à mon avis, est une des propositions qui pourrait vraiment nous aider à sortir de cette situation-là. Évidemment, qui prendrait en compte le relèvement de notre économie, qui prendrait en compte la société, c'est-à-dire que le secteur privé, qui prendrait en compte le côté humanitaire, parce qu'il y a eu beaucoup de déplacements, nos populations ont été victimes et ne reçoivent pas le soutien nécessaire. Je pense que tout ça pourrait aider véritablement à une sortie de crise. Et je prends en mon compte cette proposition qui a été faite depuis le 10 août par cette ONG qui déplore que les Nations Unies ont failli parce que leur feuille de route ne prenait pas en compte véritablement l'aspect économique et humanitaire de cette crise. Un autre aspect sur lequel vous nous avez interrogé, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, qui est un élément fondamental pour permettre de sortir de cette crise. J'avais rappelé tout à l'heure que sur le plan politique, il y a eu un gouvernement de transition. En tant que gouvernement de transition, il y a eu une mission précise et forcément n'a pas la légitimité ni la force nécessaire d'engager un certain nombre d'actions qui engagent toute la nation. Il y a un Parlement dont la désignation ne s'est pas faite de manière consensuelle ou tout au moins par la volonté de la population, mais ces gens avaient été cooptés par le gouvernement
du président Dotodia. Et la forme de leur désignation sujette à caution, parce qu'au jour d'aujourd'hui, toute la population ne se reconnaît pas forcément dans le Conseil national de transition. Il est temps que des représentants de la population, que des élections pour désigner les véritables représentants de la population, c'est-à-dire un parlement élu. Et je crois que ça donnerait plus de force. Et un gouvernement, un président de la République élu, ça donnerait plus de poids qui pourrait engager avec toute la légitimité nécessaire des actions. Et je pense que ça couperait, de mon point de vue, l'herbe sous les pieds, ou tout au moins les arguments qu'utilisent ces bandes armées pour dire qu'ils ne sont pas représentés, que c'est une quête politique. Aujourd'hui, s'il y a des élections véritables, si les représentants du peuple sont véritablement élus, dans une élection libre, transparente et démocratique, il n'y aura plus de raison pour que ces groupes armés continuent de faire ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a aucune raison. Parce que le peuple pourra parler à travers les urnes. Et je pense que c'est un élément, ce n'est pas la seule solution. Donc il faut tenir compte des autres que nous avons. C'est-à-dire que le retour, les élections, ça ne suffit pas, ça doit être complété. Mais je pense que c'est un élément important pour mettre fin pour aider à sortir de cette crise. Il y a un découpage qui se fait en ce moment par le gouvernement, puisque c'est du domaine de l'exécutif. Et il ne faudrait pas qu'on continue de gonfler de manière artificielle le Parlement et l'Assemblée nationale, parce qu'il semble qu'il est prévu 135 députés, semble-t-il. Mais c'est sans conséquence. Aujourd'hui, nous avons un CNT qui a 150 membres. Et nous savons dans quelles conditions, à 135 membres, pardon. Nous savons dans quelles conditions, pourquoi on a porté cela à 135. Mais si on doit avoir un Parlement à 135, c'est bien. Mais où sont les ressources pour permettre de financer ce Parlement? Parce qu'il y aura, pour le prochain gouvernement, des charges énormes. Et il est question de parler de Sénat dans le cadre de la nouvelle Constitution. Ce sont aussi des éléments on doit s'interroger sur leur pertinence, quand bien même que ça permettrait de régler des problèmes politiques. Mais il faudrait bien qu'on puisse regarder ça avec, s'il y a une deuxième chambre, il faudrait regarder avec le coût que ça va générer. Évidemment, il ne faut pas assimiler nos forces de défense tous aux anti-Balaka ou aux Sénégal. Je crois qu'il faut avoir un regard lucide. Il ne faut pas interpréter. Si nous allons dans ce sens-là, justement, nous ne pouvons pas avoir la raison. C'est vrai, au jour d'aujourd'hui, nous devions rechercher une armée républicaine. On doit aller vers une refondation de notre armée pour qu'elle soit républicaine. Bien sûr, il y a eu des pratiques qui ont affaibli nos forces de défense. J'ai signalé tout à l'heure, c'était à dessein que j'ai rappelé les différentes crises que nous avons connues dans le pays, depuis les années 66 jusqu'à aujourd'hui. C'est des aspects politiques qui ont fait résurgence sur nos forces de défense. Ça veut dire que l'armée est politisée. Parce qu'on voudrait régler des questions politiques à travers nos forces de défense. Ces pratiques ont fini par atteindre, le côté républicain de nos forces de défense. Donc c'est ça qu'il faut rétablir. Il faut dépolitiser notre armée nationale. Il faut la rendre républicaine. Il faut la rendre professionnelle. C'est de cela. Ça ne veut pas dire qu'on interdit aux militaires de faire de la politique. Quand on fait de la politique, voilà là où on doit se placer. C'est clair.
Donc, je pense qu'il faudrait, quand on parle de la réhabilitation des FACA, il s'agit de la question de la sécurité. Nous avions entamé cette question au niveau de la réforme du secteur de sécurité, qui permettra à nos forces de les revitaliser, de les former aux droits de l'homme, à d'autres questions, et ensuite, notamment aux droits de l'homme, et ensuite de les rendre professionnels. Voilà. Aujourd'hui, c'est de cela dont il est question. C'est une refondation qu'on doit faire. Évidemment, aujourd'hui, l'armée comme telle a besoin d'être formée compte tenu du contexte que nous vivons. Nous devions regarder avec les professionnels de défense qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rendre notre armée professionnelle, que dorénavant qu'il y ait la confiance entre le peuple et son armée. Hein, c'est ça qu'il faudrait rétablir aussi. Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment quand les militaires, il ne s'agit pas de... Quand les militaires arrivent, la population a peur. Ça veut dire qu'il n'y a plus de confiance entre la population et son armée. En général, quand il y a une situation, quand la population regarde l'armée arriver, la population devrait être rassurée. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Donc, il ne faut pas lier cela forcément au problème de FACA ou de anti-Balaka et autres. C'est notre armée dans sa conception, dans son professionnalisme, et c'est ça qu'il faudrait réformer. Il faudrait faire une véritable refondation, la rendre républicaine, professionnelle, au service de nos populations. Établir une confiance, rétablir la confiance entre le peuple et son armée. Plus continuer à exercer le leadership de la même manière que on l'a pratiqué et qui nous a amenés dans cette situation, notamment le clientélisme, le tribalisme, autre chose. Cette république d'autres tours là, il faudrait que ça s'arrête. Ce serait le tour de tout le monde. Ce serait le tour de tout le monde. Et aussi profiter de l'expérience que nous avons eue au sommet de l'État pour essayer d'accélérer le processus de sortie de crise de notre pays. Parce que nous étions au fait des dossiers et que, à la passation de service que nous avons fait avec nos compatriotes, nous constatons qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de dossiers qui devraient nous permettre d'avancer sont restés en l'état. Et nous sommes prêts, si nos compatriotes nous font confiance, à suivre le travail avec eux. Et aujourd'hui, peut-être dans les discussions, nous reviendrons là-dessus sur nos engagements et nos priorités, ce que nous allons faire. Mais je voudrais lancer un appel à nos compatriotes de l'île, à ceux qui sont présents ou à ceux qui vont nous écouter. Nous les appelons à nous rejoindre dans cette vision. En discutant avec certains, d'autres disent qu'ils ne veulent pas faire de la politique ou ils sont loin de la politique. Moi également, j'étais très loin de la politique. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire de la politique une fonction, une profession, c'est-à-dire une carrière. Il s'agit de défendre notre pays. Aujourd'hui, si vous regardez l'histoire de la résistance française, par exemple, ceux qui se sont battus ne sont pas forcément des gens qui ont pris les armes, ne sont pas forcément des gens qui étaient des professionnels des armes. Quand il faut défendre la République, eux, ils étaient obligés de prendre les armes et se battre. Quand la guerre est terminée, ils ont repris aussi leur... Et c'est ce que nous devions faire, même en termes politiques. Pourquoi la politique? Bien sûr, certains disent qu'ils sont de la société civile, ils veulent exercer dans l'humanitaire. L'expérience, ce que nous vivons, nous pensons que si une bonne vision à un niveau important et que vous pouvez contribuer à un niveau où on peut prendre des décisions, avec une bonne vision, vous allez aider votre pays. Même si vous n'avez pas de pratique ou de fonction politique, mais votre engagement à fournir des idées,
à réfléchir, à aider est très important. C'est ce à quoi je vous appelle pour nous rejoindre en partageant cette vision. Si ce n'est pas aussi clair, nous aurons aussi d'autres occasions pour pouvoir échanger autour de cela. Mesdames et messieurs, monsieur le modérateur, merci pour ce moment. J'ai été très long, mais c'est vous qui m'avez poussé dans ces développements. Je vous remercie. Merci. Je vois tous se poser en bas de la retour, pas à tenir le mur alors que tout s'effondre autour. Toutes mes pensées sont sombres, je sens la froideur, les doigts sur du marbre. Quand vous touchez mon cœur, je vois des gens qui souffrent, des gens qui se plaignent. J'en perds mes cheveux pendant qu'ils se peinent. Le vino tue la tête comme un verre de la mort. Lutter contre la vie car c'est comme ça qu'on tue la mort. Je vois les plans qu'ils élaborent, les taper pour qu'on se taise. La France n'assume pas ses torts, peut se plaindre qu'ils ramènent leurs fraises. Faudrait pas que j'en dise trop, va t-on me censurer? Je vois le monde qui part en couille, des génies sans succès, des idiots dictateurs, des odieux cantateurs qui veulent effrayer le monde en jouant avec la peur. Le chien est plus humain que l'homme lorsqu'il est en chien, égoïste jusqu'à balancer